11e épisode de notre grande série consacrée aux paysans bretons pendant la Première Guerre mondiale. Après 1915, dont voici grosso modo la carte du théâtre des opérations, avec les sanglantes offensives en Artois et en Champagne, place à l'année 1916. Je ne vais pas beaucoup vous surprendre en vous disant que cet épisode va être presque entièrement consacré à la défense de Verdun. Non seulement parce que c'est un tournant fondamental de la guerre, mais parce qu'en plus, on estime que plus des 2/3 de l'infanterie française ont participé au combat devant Verdun, soit 73 divisions sur 95. Autrement dit, les paysans bretons de Saint-Laurent-Plémy, dont nous suivons le parcours depuis le début de cette série, y ont presque tous participé d'une manière ou de l'autre. Tous, sauf quelques-uns, comme Ange Queuret, gravement blessé le 21 juillet 1915, et pour qui la guerre va se passer à l'arrière, en détachement, dans différentes usines d'armement. Après 17 mois de guerre, faisons le point sur chacun des soldats dont nous suivrons le parcours depuis 10 épisodes. Jean Doré, dont le régiment a été à plus de 90% anéanti, est toujours au 70e régiment d'infanterie de Vitré. Pierre Chapin, dont le cousin Jean est arrivé le 9 septembre 1915, a été blessé par balle avec plaie superficielle à la face et au cou, à la Harasée, le 25 janvier 1916. Il va passer 17 jours à l'hôpital temporaire de Chaumont, du 2 au 19 février 1916. Notons que Pierre Chapin est affecté au 47e régiment d'infanterie de Saint-Malo. En revanche, Pierre Veillon, après que 98% de son régiment ait été anéanti, a rejoint le 71e régiment d'infanterie de Saint-Brieuc le 28 février 1916, soit 7 jours après le déclenchement de l'offensive des Allemands devant Verdun. À ce moment-là, la fin de la régionalisation des régiments va s'effectuer en 2 temps. 2 temps que vont nous expliquer Roger Laouénan et Jacques Tarrot. Pour les régiments de Bretagne, était une majorité de Bretons. Mais c'est à partir de 1915, comme vous disiez, qu'il y a eu cet amalgame, parce que à cause des pertes, il fallait absolument boucher les trous, on a recruté des soldats d'autres régions. Et il y a eu un mélange de soldats de toutes les régions, comme ça, à partir de 1915. Mais avec une majorité quand même de Bretons pour les régiments recrutés en Bretagne. Il y avait une majorité, il est resté quand même environ au maximum 40% de Bretons dans les régiments de Bretagne. Mais d'une manière générale, à 90%, les unités sont strictement régionales. Donc voilà, donc ça durera, on va dire, pratiquement jusqu'à fin mi-15, fin 15, après les grandes hécatombes de 1915 aussi, où quand même les dirigeants militaires et politiques, parce que ça remontera, ça finira par remonter via les maires, via les politiques, via l'Assemblée, et ça retombera au niveau des généraux, où on se rend compte que certaines régions, certains villages se retrouvent décimés, quand des unités sont tombées au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc le meilleur moyen, c'est d'éclater un petit peu plus et de mélanger un petit peu plus, même ce qui se fera jamais totalement, de toute façon, quoi. Jamais totalement. Puisque même au moment de la Seconde Guerre mondiale, cette notion de région militaire existera encore, et il y aura toujours aussi une structure encore, une base régionale, beaucoup plus faible qu'en 1914, mais une base régionale. Puis Pierre Veillon rejoint le 259e régiment d'infanterie le 21 mars 1916. Ce régiment est dissous le 15 avril 1916, date à laquelle Pierre Veillon va rejoindre le 288e régiment d'infanterie de Auch. D'une part, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les casques sont arrivés sur les champs de bataille en septembre 1915 côté français et en janvier 1916 côté allemand. Et comme on n'arrête pas le progrès, les Allemands vont commencer à intensifier l'usage du terrifiant lance-flamme. D'autre part, comment expliquer que ces hommes aient pu tenir aussi longtemps dans les tranchées, en affrontant la peur, les canonnades, le froid, la boue, les rats, les poux, la promiscuité, le manque de sommeil. Roger Laouénan nous donne une explication, mais nous aborderons ce sujet plus en profondeur lorsque nous traiterons de l'année 1917. Ils étaient paysans, ils étaient de la terre, ils travaillaient la terre, ils étaient dans la terre tout le temps, à longueur de journée, sous tous les temps.
les intempéries, tout ça, ça ne comptait pas pour eux. Le domicile, ils s'en inquiétaient pas. Et ils n'ont pas cherché, et même après la guerre, ça a été à la traîne toujours. L'intérieur ne comptait pas, c'était le champ. Alors, quand on est officier, quand on dirige des armées, on pense à des gens comme ça, à des soldats qui ont l'habitude d'être dans la terre et de supporter tous les temps, de vivre dehors tout le temps. 21 février 1916, c'est parti. L'offensive sur Verdun commence. Le général Falkenhayn et le Kronprinz envoient un déluge de plusieurs centaines de milliers d'obus dès le premier jour. Verdun, c'est le maillon faible du dispositif de défense français. Malgré les objurgations du lieutenant-colonel Drian, le général Joffre, bien plus partisan de la bonne vie que du sacrifice, sauf quand il s'agit de celui de ses soldats, n'a pas jugé utile de renforcer l'effort qui avait pourtant été construit peu après la raclée infligée par la Prusse à l'armée française en 1870. Je veux parler des forts de Vaux, Thiaumont, Moulainville, Douaumont, etc. Le spectre de la débâcle se profile de nouveau à l'horizon, comme à la veille de la bataille de la Marne. Dès lors, il n'y a plus qu'un homme pour sauver la France. Un homme qui propose la prudence plutôt que l'attaque à tout va, la stratégie plutôt que la tactique, l'économie du sang des hommes plutôt que des tueries inutiles. Cet homme, qui n'est pas sans reproche et qu'on est obligé d'aller chercher dans les bordels, c'est le général Philippe Pétain. Que dit Pétain à des malheureux soldats comme Pierre Veillon ou Pierre Chapin? Que dit-il à ces malheureux pions sur un échiquier? Il leur dit « Conduisez-vous héroïquement, mais le mieux est que vous restiez en vie ». Ainsi Pétain met au point ce que Maurice Barrès appellera la voie sacrée, en organisant le système dit du tourniquet, encore dit de la relève. Concrètement, 10 jours en première ligne, 10 jours en deuxième ligne, puis repos à l'arrière avec une meilleure nourriture. Pétain peut enfin mettre en pratique ce qu'il enseignait à l'école de guerre. Il faut que l'artillerie donne à l'infanterie l'impression qu'elle la soutient et qu'elle n'est pas dominée. On pourrait détailler pendant des heures cette doctrine parfaitement adaptée à la guerre nouvelle, et que Pétain était le seul à enseigner à l'école de guerre avant 1914. Pendant que Pétain charbonne à organiser la défense de Verdun, un individu intrigue auprès des ministres, des parlementaires et surtout auprès de Joffre. Conséquence, le 1er mai 1916, Joffre fait remplacer Pétain par Nivelle. La doctrine de l'offensive à outrance, majoritaire à l'époque dans l'esprit des officiers, et le harcèlement des affidés de Nivelle ont scellé le sort de Pétain. Mais l'année suivante, après les désastreuses offensives du chemin des Dames, qui appellera-t-on pour remplacer Nivelle? Ce brave Pétain. Parce que si pour Nivelle, qui un jour déclara « ce que j'en ai consommé de Breton », au contraire pour Pétain, le sang des hommes, ça comptait. Je me trouve actuellement près de cette pancarte située à Singapour. Singapour, pays admirable dans lequel je vis depuis 2 ans. À Singapour, on n'a pas les mêmes pudeurs qu'en France. Je dirais même qu'on n'a pas la même ingratitude qu'en France. Pour nos paysans bretons, cela a certainement dû être un très grand réconfort d'avoir un tel chef. Un chef qui prenait enfin soin d'eux au lieu de les envoyer bêtement à l'abattoir. Peut-être Pierre Veillon, Pierre Chapin ou Jean Doré ont-ils rencontré personnellement le général Pétain, lors d'une revue, lors d'une inspection, lors d'une visite. Nul ne le saura jamais. Pétain rôde, ça a quand même une autre gueule qu'une impasse Jean-Luc Mélenchon ou une ruelle Jean-Michel Baillet. Jusqu'à présent, la vie des tranchées était déjà insupportable. Eh bien voici celle de Verdun. Les alentours de Verdun sont un creuset, une fournaise, où il n'y a ni front, ni tranchée, ni abri. Les lignes de défense ne sont que des positions émiettées, sans cesse attaquées, ou des unités isolées complètement livrées à elles-mêmes, ayant perdu la plupart de leurs officiers, savent qu'il n'y a plus qu'une seule solution: tenir. Il faut se battre le jour comme la nuit, couvert de boue au fond des trous d'obus, écrasé de chaleur ou transi de froid. Le plus souvent, sans vivre ni eau. J'ai cité presque in extenso ce paragraphe lu sur le site Mémoire des hommes, que vous pouvez consulter sur le site du ministère de la Défense. Je l'ai cité parce qu'il résume à la perfection la situation dans laquelle se trouvaient nos soldats. De plus, le sol là-bas est un sol calcaire et argileux, et quand les pluies torrentielles s'abattent sur le sol, c'est la boue qui vous colle aux pieds. La boue, encore de la boue, rien que de la boue. Et tous nos braves soldats bretons
vont vivre dans cet enfer pendant des mois. Jean Chapin, le frère de Pierre, est blessé à l'est de Douaumont le 4 juin 1916 par des éclats d'obus dans les reins. Avant de clore cet épisode consacré au premier semestre de l'année 1916, sachez que nous n'en avons pas fini avec la bataille de Verdun qui dure jusqu'en décembre 1916. Sur ce, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications. Merci et à la prochaine fois.